Bonsoir à tous, bienvenue en direct sur BFM TV, jeudi soir 21h, News et compagnie à la une l'international. Paris, Berlin, Moscou et maintenant l'Union européenne qui appelle à la désescalade au Moyen-Orient alors que les tirs de roquettes attribués à l'Iran ont visé des positions israéliennes la nuit dernière. Tsahal a riposté contre des infrastructures iraniennes en Syrie. Doit-on craindre un embrasement général? Quel rôle peut jouer l'Union européenne dans cette crise? Qui a intérêt à une escalade entre Israël et l'Iran? On en parle avec nos invités sur ce plateau ce soir. Régis Le Sommier, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes directeur adjoint de la rédaction de Paris Match. Merci d'être avec nous. Bonsoir David Rigoulet-Rose. Bonsoir. Bienvenue également à vous. Vous êtes rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique, chercheur à l'Institut français d'analyse stratégique. Bienvenue à vous. Et Bruno Jeudi. Bonsoir Bruno. Bonsoir Nathalie. L'éditorialiste politique de BFM TV. On va regarder aussi la réunion d'Emmanuel Macron. Lui aussi, il a appelé à la désescalade et on verra aussi si le poids de la France fait sens dans cette crise. Je recevrai d'ailleurs à 21h30 Elisabeth Noun, elle est l'ambassadrice d'Israël en France. Avant d'en parler, je vous invite à écouter le journal évidemment de Perrine Storm. Bonsoir Perrine. Bonsoir Nathalie. La famille de Naomi Moussanga réclame des réponses. Ils veulent comprendre ce qu'il s'est passé le 29 décembre dernier quand la jeune femme est prise de violentes douleurs, a appelé le SAMU, qu'elle a été ignorée, raillée par l'opératrice avant de décéder quelques heures plus tard. Ses parents et sa sœur ont pris la parole cet après-midi lors d'une conférence de presse. Ils demandent à ce que toute la lumière soit faite. Que justice soit faite. Voilà. C'est là notre première préoccupation, que la justice soit faite pour cet enfant qui était aimé de tous et qui avait de l'amour pour son environnement, comme vous l'avez constaté. Que justice soit faite. Et une marche blanche sera organisée mercredi prochain à Strasbourg. L'Iran ne veut pas de nouvelles tensions au Moyen-Orient. C'est ce qu'Hassan Rouhani, le président iranien, a assuré ce soir lors d'un entretien téléphonique avec la chancelière allemande Angela Merkel. L'Union européenne appelle à éviter toute escalade après les frappes la nuit dernière entre l'armée israélienne et les forces iraniennes en Syrie. Le point sur la situation avec notre envoyée spéciale Céline Martelet depuis le plateau du Golan. Cette zone du plateau du Golan reste évidemment sous haute surveillance ce soir, et ce, même si aucun tir de missile ou de roquette n'a été signalé depuis la nuit dernière. Le bouclier antimissile israélien appelé ici d'homme de fer n'a pas été réactivé. Toute la journée, les écoles des quelques colonies implantées ici en territoire annexé par Israël sont restées ouvertes. Aucune restriction de circulation également. Mais sur la route, pour venir jusqu'ici, nous avons croisé de nombreux camions transportant du matériel militaire. Preuve qu'Israël se tient prêt à intervenir à nouveau s'il le faut, comme la nuit dernière. Il faut rappeler que nous sommes ici tout proche du territoire syrien qui n'est qu'à quelques kilomètres, et c'est depuis la Syrie que l'on voit derrière moi qu'ont donc été tirées la nuit dernière au moins une vingtaine de roquettes selon l'armée israélienne, mais aucune n'aurait atteint Israël, soit parce qu'elles ont été interceptées par le bouclier antimissile, soit parce qu'elles ont raté leur cible et qu'elles ont explosé avant d'atteindre la frontière. Des tirs qui interviennent juste après l'annonce du retrait des États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien. Une décision unilatérale qui ne remet pas en cause cet accord. Pour Jean-Yves Le Drian, la France reste signataire et fera tout pour qu'il continue de s'appliquer. Le ministre des Affaires étrangères était l'invité ce soir de Laurent Neumann. Mais il n'y a pas de plan B. Il y a toujours un accord. Le plan B, ça veut dire renoncer à tout dialogue et à tout accord avec l'Iran. Et le plan B, inévitablement, peut conduire à la guerre. Donc il n'y a pas de plan B. Il y a le plan A, qui est aujourd'hui l'accord de Vienne, qu'il convient de respecter. L'ensemble des signataires, à part les États-Unis, sont toujours partie prenante à cet accord. Il faut donc maintenant tout mettre en œuvre pour que cet accord soit respecté. Et depuis l'Allemagne où il se trouve, Emmanuel Macron a appelé à ne pas céder à la politique du pire. Face au choix de Donald Trump, il a défendu la souveraineté européenne et plaidé pour une Europe forte et unie. Le chef de l'État qui a reçu le prestigieux prix Charlemagne, récompensant ceux qui œuvrent pour l'unification européenne.
La météo de ce vendredi. Eh bien, si vous faites le pont, vous allez pouvoir en profiter, puisque ce sera une belle journée ensoleillée sur une grande partie du pays, avec un petit peu de nuages sur la Bretagne, un peu de nuages aussi du Var aux Alpes, avec quelques averses. Les températures comptées à 3 degrés à Aurillac, 6 à Lille, 11 degrés à Lyon et 16 degrés la maximale pour Nice. Merci Perrine, l'info revient avec vous à 21h30. La crise entre l'Iran et Israël, depuis la nuit dernière, on en parle avec nos invités sur ce plateau, Régis Le Sommier, David Rigoulet-Rose et Bruno Jeudi, éditorialiste politique BFM TV. Une toute fraîche réaction, j'allais dire, ce soir de Rouhani, le président iranien. L'Iran ne veut pas de nouvelles tensions dans la région, a-t-il dit à Angela Merkel il y a quelques minutes au téléphone, la chancelière allemande. Régis Le Sommier, ce qui s'est joué la nuit dernière entre l'Iran et Israël et cette prise de parole là de Rouhani qui appelle finalement au calme, à la désescalade lui aussi, qu'est-ce que cela signifie? Ce qui s'est joué la nuit dernière, ça a été une forme de riposte de l'Iran pour une attaque qui avait eu lieu au préalable le 9 avril sur une base qui s'appelle la base de T4 T4 en fait en Syrie, base de laquelle partait une partie des drones iraniens dont certains ont survolé ou se sont approchés du territoire israélien. Donc il y a eu cette frappe à l'époque, a tué environ 23 personnes. Hier, il y a eu des tirs de missiles. On ne sait pas très bien qui a commencé dans l'histoire, mais ce qui est clair, c'est que la riposte israélienne a été massive puisqu'elle a employé d'après certains experts, 28 avions, que 50 missiles air-sol auraient été tirés et 10 missiles tactiques également, sol-sol, cela. Donc c'est une riposte massive, une riposte disproportionnée même. Disproportionnée selon sur des infrastructures. Hein. C'est même pas moi qui le dis, puis c'est le quotidien israélien Haaretz qui qualifie cette frappe de disproportionnée. On ne sait pas très bien le résultat, mais en tout cas, en tout état de cause, il y a eu une escalade. Maintenant, la question va être la réaction des Iraniens. On sait que Rouhani, lui, veut rester et veut préserver à tout prix l'accord. Ce qui a eu, en fait, si vous voulez, c'est un véritable appel d'air. À partir du moment où Donald Trump a décidé de se retirer de l'accord, c'était une fenêtre d'opportunité pour les Israéliens pour marquer les esprits et puis pour marquer leur position vis-à-vis de l'Iran. Voilà. Mais donc ce regain de tension, il est lié sans équivoque au retrait américain pour vous. Absolument. Mais parce qu'au préalable, vous faites quand même référence à depuis le début mai, même avril, des attaques ripostes. C'est un jeu complexe. Israël, on le sait, frappe régulièrement la Syrie. Jusqu'à présent, c'était des intérêts liés au Hezbollah. Le Hezbollah a retiré une partie de son appareil militaire de Syrie, puisque une grosse partie aussi des grandes opérations militaires en Syrie sont terminées aujourd'hui. Donc il reste également des conseillers militaires iraniens, il reste une présence des gardiens de la révolution, et Israël a voulu montrer qu'il était capable hier d'atteindre ses cibles. Voilà. Alors, maintenant, il y a aussi dans le message israélien une manière aussi de faire pression sur Vladimir Poutine. Alors on va y venir. Dans un petit instant. Mais d'abord, je voulais vous demander, David Rigoulet-Rose, l'objectif de l'Iran en Syrie pour essayer de comprendre et faire comprendre à nos téléspectateurs aux portes d'Israël, quel est-il fondamentalement? Depuis plusieurs années, enfin en tout cas à la faveur de la guerre civile en Syrie, les Iraniens ont eu l'opportunité de s'installer, de projeter effectivement des forces directement iraniennes avec les passes d'Aran ou affidés iraniens quasiment aux frontières d'Israël, ce qui n'était jamais arrivé. Et il se trouve que compte tenu du contentieux très lourd qu'il y a entre les deux pays, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est perçu par Israël comme une menace existentielle. Une menace et une provocation. Oui, et donc effectivement, d'ailleurs ça a été explicité à moult reprises, ça constitue pour Israël une ligne rouge. Non pas tant l'engagement des Iraniens au profit de Bachar el-Assad, c'est pas ça qui était en cause, c'est l'idée d'une pérennisation des bases en Syrie, et ça c'est absolument inconcevable pour la sécurité d'Israël, et ça explique la multiplication des raids. Alors moi je serais moins marqué sur la résolution de causalité entre le retrait de l'accord
pour une raison simple, c'est que ces opérations israéliennes se sont multipliées depuis longtemps. C'est ça, elles sont antérieures à l'accord. D'ailleurs, en août, c'est la première fois que des intérêts aussi importants, c'est-à-dire qu'il y a un déploiement de forces aussi important en Syrie, directement contre des intérêts iraniens. Là, c'est chacun, en fait, les deux parties testent leur ligne rouge. C'est ça, chacun montre les muscles, effectivement, et donc, sort la grosse artillerie. Vraisemblablement, les Iraniens, il est vraisemblable qu'il y aura d'autres choses, que c'est un test qui en annonce d'autres. Il y a des dates anniversaires qui se profilent, qui sont éminemment symboliques, et donc on peut penser que le général Soleimani a prévu certaines choses. Il voulait sûrement savoir quel serait le niveau de réponse des Israéliens. Donc les Israéliens ont voulu montrer que le niveau de réponse était très élevé, avec des dizaines de sites frappés. On est dans une logique de dissuasion, effectivement. Et donc la logique de désescalade, pour l'instant, n'est pas vraiment d'actualité. Donc quand on entend l'Union européenne, il y a quelques minutes, Moscou, Paris, Berlin, parler d'une seule et même voix et appeler effectivement à la désescalade, ce qui n'est pas du tout le même ton qu'emploie d'ailleurs Moscou ou Washington. Washington, on commence à avoir l'habitude, puisqu'on sait bien qu'il va y avoir le transfert de l'ambassade américaine lundi, de Tel Aviv à Jérusalem. Il y a aussi le retrait de l'accord nucléaire, évidemment, iranien. Il y a plusieurs choses. Il y a d'abord, est-ce que Israël, entre guillemets, se sent, en quelque sorte, tu as un chèque en blanc de la part de Donald Trump et là, du coup, montre les muscles avec encore plus de confiance. Moi, je pense que oui. J'insiste là-dessus. Je pense qu'il y a un timing qui est précis. Le retrait de cet accord et puis directement la nuit dernière, l'utilisation d'une opportunité. En revanche, sur la position européenne, ce qu'a montré Angela Merkel cet après-midi et d'une certaine façon Emmanuel Macron, c'est une certaine fragilisation du camp occidental. C'est-à-dire que finalement, Vladimir Poutine, lui, c'est le gendarme de la région. Il regarde les choses. Parce qu'il Benjamin Netanyahou était à Moscou. Donc c'est pas un hasard, tout ça est symbolique. Je veux dire, en Moyen-Orient, on va regarder ça de très près. Ce qu'on a, on a presque constaté de la détresse dans les propos d'Angela Merkel. Écoutons, si vous le voulez bien, juste Régis Le Sommier, on développe après la chancelière allemande tout à l'heure. Les conflits se jouent devant les portes de l'Union européenne et les États-Unis ne vont pas nous protéger. L'Europe doit prendre son destin en main. Ensemble, l'Allemagne, la France et la Grande-Bretagne ont défendu leur position envers l'accord sur le nucléaire iranien. Nous savons que la situation est très difficile. Et l'escalade qui a eu lieu ces dernières heures nous démontre clairement qu'il s'agit d'une question de guerre et de paix. Et j'appelle toutes les parties prenantes à faire preuve de retenue. Il y a effectivement... On sent qu'elles se sont démunies, en quelque sorte, Angela Merkel, mais il y a aussi une réaction assez timorée de l'Union européenne, d'Emmanuel Macron. On va y venir avec Bruno Jeudi. Parce que Emmanuel Macron, force est de constater que avec tout ce qu'il a déployé, notamment lors de sa dernière visite à Washington, pour essayer de tordre le bras, enfin en tout cas de convaincre Donald Trump de rester dans cet accord, pour se voir une nouvelle fois, parce que c'est pas le premier accord, il y a eu le précédent sur l'accord sur le climat, pour se voir une nouvelle fois finalement écarté, ou en tout cas pas considéré. Il y a quelque chose il y a quand même eu un séisme. C'est très important ce qui s'est passé, et on note de la part d'Angela Merkel, oui, une véritable fragilisation du camp occidental. Le camp occidental, Bruno Jeudi, et particulièrement Emmanuel Macron, on a l'impression que la voix de la France, elle compte peu, voire pas, là, dans cette crise. Je ne sais pas si on peut dire les choses comme ça. Ce qui est certain, je rejoins Régis, c'est que ce que dit Angela Merkel aujourd'hui à Aix-la-Chapelle, elle est économe de ses mots, la chancelière. Et la façon dont elle parle, c'est vraiment de l'impuissance, du dépit et peut-être même de la détresse. On a senti une chancelière, au fond, plus que sur la défensive. J'allais dire presque, s'agissant de l'accord,
du fameux plan A, c'est-à-dire on essaie de préserver l'accord, les Européens se mettent d'accord, ils sont d'accord, les trois principaux, mais on n'a pas senti aujourd'hui Emmanuel Macron s'adresser aux autres Européens pour que tout le monde reste sur la même ligne. On sent que c'était assez difficile. Quant à Emmanuel Macron, c'est vrai qu'il a fait beaucoup d'efforts pour essayer de sauver cet accord, il n'a pas arraché une décision inverse chez Donald Trump. On a l'impression qu'ils sont un peu démunis, qu'ils ne pensaient pas que ce serait la version haute du retrait, c'est-à-dire le retrait plus les sanctions très fortes. Alors, on fait le lien. Vous le faites un peu moins. On vous a entendu, David Rigoulet-Rose. Je voudrais comprendre, du coup, il y a l'Europe d'un côté, et puis on se dit que la Russie, le président russe Vladimir Poutine, parce que Benyamin Netanyahou y était il y a même pas une semaine, 10 jours de cela, on se dit qu'effectivement, c'est peut-être lui qui peut être le faiseur de roi dans ce dossier, ou en tout cas qui peut réussir, parce qu'il joue en quelque sorte sur tous les plans, allié d'Israël, en quelque sorte, grand allié aussi de l'Iran. Il a permis la victoire de Bachar al-Assad. Est-ce que c'est lui qui détient les clés ? Ce qui est vrai, pour rejoindre ce que vous disiez, il y a un désarroi européen hors jeu. Donc il reste deux personnages clés. C'est Donald Trump, parce qu'il a décidé brutalement de sortir du traité, enfin de l'accord sur le nucléaire, qui va pénaliser les Européens, donc on est doublement hors jeu. Et puis ça, c'est pour le nucléaire. Et puis sur le volet syrien, c'est Vladimir Poutine. Et donc c'est pas un hasard si Benyamin Netanyahou est allé discuter avec Poutine. Enfin, il était l'invité d'honneur pour les commémorations de la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais j'imagine qu'ils ont parlé d'autre chose aussi. Et en l'occurrence, il est vraisemblable que Benyamin Netanyahou a donné un certain nombre d'informations sur les opérations à venir. Donc il l'a prévenu, selon vous, il l'a prévenu qu'il allait y avoir riposte. Alors, de toute façon, parce que aujourd'hui, l'Iran est trop proche. Il y a un mécanisme de déconfliction qui existe déjà avec Moscou, pour éviter justement, en sachant que Moscou maîtrise le ciel en Syrie, donc rien ne peut se faire sans le regard de Moscou. Donc il y a une position qui n'est pas confortable pour Vladimir Poutine, parce qu'à la fois il essaie de ménager effectivement les demandes expresses de Benyamin Netanyahou, ce qui explique d'ailleurs la possibilité des avions israéliens de pouvoir faire des incursions en profondeur. Il ferme les yeux dans ces cas-là. Oui, mais de moins en moins, c'est le problème, parce que dernièrement, c'est Moscou qui a révélé que les opérations relevaient vraisemblablement d'Israël, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Et puis de l'autre côté, il y a l'allié encombrant qui est l'Iran. Parce qu'il ne peut pas faire l'économie de l'Iran qui a payé le prix du sang au sol et qui a aidé à sauver le régime de Bachar al-Assad avec les Russes. Et donc il est dans une position très instable, parce qu'à la fois il est l'arbitre incontournable, mais il y a un moment, l'heure des choix va arriver, et là ça va être extrêmement compliqué. Il y a quand même une chose qu'il faut noter avec Vladimir Poutine, c'est que c'est presque le seul dans ce dossier qui parle à tout le monde. C'est ça. À toutes les parties. Je veux dire, Donald Trump avec les Iraniens, c'est... Voilà. Donc Vladimir Poutine est peut-être le faiseur de roi de la région, il est peut-être dans une position, vous le notiez, inconfortable parfois, mais il est tout aussi dans une position inconfortable quand il s'agit de faire pression sur Erdogan également. Il y a plusieurs acteurs. Vladimir Poutine et les Russes, la différence, c'est une différence énorme qu'ils ont eue en entrant dans le conflit syrien, notamment en septembre 2015, c'est qu'ils ont une stratégie. Et leur stratégie, elle se fait par zone d'influence. On sait aujourd'hui que Erdogan ne veut pas d'un État kurde au sud de sa frontière. Les Russes, d'une certaine façon, ont laissé faire, ont laissé Erdogan. Ils se sont servis d'Erdogan aussi pour faire pression sur les rebelles syriens, pour les regrouper dans une seule province et d'une certaine façon unifier le territoire syrien, ou permettre à Bachar el-Assad de reprendre son territoire avec l'appui des Iraniens. Et donc, ce qu'on a vu, moi, il y a un événement qui s'est passé début avril, juste avant l'affaire de la Douma, qui a été la réunion à Ankara entre Erdogan, Rouhani et Poutine, qui ont fait une sorte de Yalta à l'époque, sans les Américains et sans les Européens. Juste quand même sur Poutine, il y aura une réunion importante, c'est que dans 2 semaines, Emmanuel Macron sera à Saint-Pétersbourg et rencontrera Poutine. Et pour les Européens, ça va être un moment sans doute clé. Il sera un peu le porte-parole du camp européen. Comment faire pour sauver ce plan A, puisqu'aujourd'hui on défend un plan A et pas de plan B, comme l'a dit Jean-Yves Le Drian chez Laurent Neumann. David Rigoulet-Rose, l'Iran, il n'aurait pas plus à perdre de toute façon qu'à gagner un affrontement direct avec Israël. Aujourd'hui, il a une grande influence dans la région.
ouvrir ce front, c'est très dangereux pour Téhéran. Pour l'instant, ils sont relativement prudents. Hein. Je note que dans les bombardements effectués sur le Golan, c'est justement le Golan. C'est intéressant parce que c'est pas le Liban Sud. C'est pas le Liban Sud et c'est pas Israël reconnu par la communauté internationale. Donc il y avait une forme d'arbitrage dans le test justement pour la réplique israélienne qui était intéressante. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas quelque chose après. Hein. Ça c'est autre chose. Mais en revanche, effectivement, il y a un arbitrage pour l'instant. Chacun se teste. Hein. Et donc, simplement, les choses sont compliquées parce qu'à Téhéran, il y a plusieurs décideurs qui sont en contradiction, et notamment, on le voit par rapport à la sortie sur l'accord sur le nucléaire. Et donc, la position de Rouhani n'est pas du tout confortable, évidemment, par rapport aux conservateurs, qui, de toute façon, ont une marge de manœuvre. Il n'a pas la main sur la question syrienne, il ne l'a jamais eu d'ailleurs, et donc, ça pose des problèmes de lisibilité aussi par rapport à des répliques éventuelles. Et c'est un problème pour l'Iran, mais ça peut être aussi un problème pour Israël, parce que la puissance du Hezbollah est évidemment, pour parler des menaces immédiates, hein, j'évoquais le Liban Sud tout à l'heure, c'est plus le stock de missiles ou de roquettes dont dispose le Hezbollah est considérable. Le Hezbollah a été éprouvé par la guerre en Syrie, il est revenu auréolé d'une certaine victoire. Il y a eu aussi des critiques dans le camp libanais. Voilà, ils ont souffert, mais ils sont une force incontestable aujourd'hui et incontestablement plus puissante qu'elle l'était en 2006, notamment lors des derniers affrontements. Alors qui du coup, on parle des ultra-conservateurs en Iran, mais qui a, j'allais dire, un intérêt à une escalade des tensions entre l'Iran et Israël ? Pour l'instant, personne. D'ailleurs, les deux parties l'ont déclaré respectivement en disant qu'il n'y avait pas le souhait d'une escalade. Le problème, c'est que l'escalade, elle est de fait. C'est-à-dire qu'elle elle se traduit opérationnellement sur le terrain. Et alors, Régis Le Sommier l'évoquait, une semaine, la semaine prochaine, qui va être lourde de symboles aussi, avec des dates. 14 mai, le transfert de l'ambassade des États-Unis de Jérusalem à Tel Aviv, de Tel Aviv à Jérusalem, les 70 ans de l'État hébreu à la même date, et puis le Ramadan. Les Palestiniens appellent la Nakba. Exactement. Et le Ramadan. Exactement. Donc pour les Palestiniens, la Nakba. Et le 18 mai, donc 4 jours plus tard, le Ramadan. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, Régis Le Sommier, qu'il faut être, pour les Israéliens, j'imagine, on est dans une extrême prudence, vigilance. Et ça peut échauffer les esprits. Moi, je pense que c'est une très bonne décision que Donald Trump a prise de ne pas se rendre à Jérusalem. Je pense que ça aurait été encore rajouter de l'huile sur un feu déjà très très compliqué et qui promet de se réveiller. Non, oui, effectivement, cette conjonction, il y a une conjonction des astres pour le pire. Ce mois de mai est annoncé comme extrêmement critique. Là, on l'a vu avec ce retrait américain. Déjà, la première phase a promis. On va voir comment ça va se développer, mais ces dates effectivement font peur à tout le monde. Parfois, ça se passe pas. Donc c'est ça. Voilà, alors, il y a l'Iran, évidemment, il y a le front iranien, mais David Rigouleiro, sur ce point, sur cette conjonction des dates et évidemment ces symboles très forts, il y a aussi la question des Palestiniens, parce que là, c'est moins le sujet puisqu'on parle de l'Iran, mais forcément, ça risque aussi la semaine prochaine, du coup, de faire encore monter. Oui, le contexte est de toute façon délétère, voire belligène au sens large. Donc c'est peu favorable pour effectivement être serein. Non, parce que l'Iran a capitalisé aussi sur la question des Palestiniens, sur la défense des Palestiniens. Donc il y a un enjeu. C'est pour ça que j'évoquais la date symbolique pour les Palestiniens de ce qui est qualifié de Nakba, de catastrophe après donc le 15 mai, enfin au moment où le 15 mai, parce que ce sont des dates qui évidemment dans l'agenda iranien ne sont pas neutres, bien sûr. Et donc on peut penser que elles ont été réfléchies. Alors peut-être ne se passera-t-il rien, mais il est en tout cas incontestable que c'est dans la tête des stratèges iraniens par rapport au contexte régional. Mais je crois qu'on est aussi en train de payer ce qu'on avait dit ou ce que les alliés, y compris Emmanuel Macron et les Français avaient dit à Donald Trump à propos du transfert de l'ambassade, en disant attention, c'est de nature voilà. Et là aujourd'hui, on a eu un réveil des Palestiniens clairement. Maintenant, on peut pas encore parler d'intifada, même si certains leaders palestiniens
Palestiniens la souhaitent, ou certains, voilà, le camp palestinien est encore extrêmement divisé, mais on a eu cette vieille matrice finalement qui traverse le monde arabe a refait surface, et là, bon, elle vient s'ajouter à d'autres problèmes régionaux pour faire un tout quand même potentiellement catastrophique. Une possible coagulation. Enfin, en tout cas, on verra ce qui se joue la semaine prochaine. On suivra ça très attentivement. Merci beaucoup à tous les trois pour vos éclairages. Régis Le Sommier, David Rigoulet-Rose, Bruno Jeudi. Dans un petit instant, restez avec nous. Lisa Bin-Noun, l'ambassadrice d'Israël en France, sera en direct sur ce plateau. À tout de suite. Regardez News et compagnie avec Interflora, messager de vos émotions. BFM TV, première sur l'info. Retrouvez votre programme avec Allianz, assureur des particuliers et des professionnels. Retrouvez l'appli BFM TV sur votre mobile. Je t'aime, mon amour. Où es-tu? Saphir orange, enthousiasme. Saphir rose, bonheur. Saphir jaune, énergie. Saphir violet, mystique. Émeraude verte, espoir. Rubis rouge, passion. Saphir bleu, harmonie. Je t'aime, mon amour. Mauboussin, capsule d'émotion. Tu as toujours eu ce regard unique sur le monde qui t'entoure. Peu importe le challenge. Tu as choisi la spontanéité et l'ouverture d'esprit au lieu du conformisme. Tu as su tracer ta propre voie. Celle qui fait de toi qui tu es. Et la route est encore longue et pleine de surprises. Maîtrisez votre trajectoire. Renault, partenaire officiel du Festival de Cannes. Scandale, le nouveau parfum féminin de Jean-Paul Gaultier. Un jour, je me suis pesée et ça a été le choc. Avec XLS Médical, perdez jusqu'à 3 fois plus de poids qu'avec un régime seul. J'ai perdu 10 kilos avec XLS Médical. Je me sens mieux dans mon corps. Osez XLS Médical et perdez du poids. Dispositif médical. Il a la tête, il a vu l'appel de Giroud, la frappe là, le goal. Maintenant, vous pouvez déguster le gazpacho al valle. La soupe froide venue d'un pays chaud. C'est al valle. Certaines choses ne changeront jamais. D'autres, oui. Car maintenant, avec le nouveau lave-linge Quick Drive, un cycle de lavage vous prend jusqu'à 2 fois moins de temps. Son tambour exclusif à double rotation vous permet un lavage plus rapide et sans compromis sur le soin de votre linge. Quick Drive, prenez soin de votre linge en 2 fois moins de temps. Et en ce moment, jusqu'à 400 € remboursés pour l'achat d'un lave-linge Quick Drive. C'est ma maman qui les a fait. Maman, c'est toi, la plus belle du monde. Aucune autre à la ronde n'est plus jolie. You keep playing where you
petite robe noire, mon eau de parfum et ma nouvelle eau de parfum légère, Guerlain. Les pains Jacquet, j'aime. Tu aimes. Nous aimons. Vous aimez. Ils s'aiment, leur meilleur blé. Merci les agriculteurs Jacquet. Jacquet, j'aime, ils s'aiment. Harry Bertheim, médecin du camp de Mauthausen. Demain, 20h50 sur RMC Découverte. Goûtez l'excellence, l'Or Espresso. Maintenant dans une capsule aluminium, compatible avec votre machine espresso à capsule. L'Or, sans doute le meilleur café du monde. Trouvez le plus beau cadeau pour la plus belle des mamans. Avec Swarovski. Ce que vous êtes en train de voir, c'est la Citroën C3 de Martin. Elle aurait pu être aussi comme ça, ou bien comme ça. Et là, c'est Martin. Il aurait pu être comme ça, ou bien comme ça. Mais en fait, Martin, lui, il est plutôt comme ça. Citroën C3, avec 36 combinaisons de personnalisation et 11 technologies d'aide à la conduite. On aurait pu faire une voiture, mais on a fait une voiture pour vous. Citroën. En mai, avec les reprises Eco-Inspired, profitez de Citroën C3 graphique à partir de 12 490 €. Regardez News et compagnie avec Interflora, messager de vos émotions. La situation très tendue entre Israël et l'Iran. Des tirs de roquettes attribués à l'Iran ont visé des positions israéliennes dans le Golan. La nuit dernière, Israël a répliqué en Syrie. On en parle avec notre invitée ce soir, Aliza Binoun. Bonsoir madame. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes ambassadrice d'Israël en France. Je vous interroge dans un petit instant. Un rappel des faits d'abord avec vous, Perrine Storm. L'Union européenne qui appelle à éviter toute escalade ce soir. La communauté internationale scrute de près la situation après ces frappes entre l'Iran et Israël la nuit dernière en Syrie. Israël accuse Téhéran d'avoir franchi la ligne rouge. Hassan Rouhani, le président iranien, assure de son côté qu'il ne veut pas de nouvelles tensions au Proche-Orient. Sur BFM TV, Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, a évoqué une situation qui devenait très dangereuse. Depuis l'Allemagne où il se trouve, Emmanuel Macron a appelé à ne pas céder à la politique du pire face au choix de Donald Trump de se retirer de l'accord sur le nucléaire iranien. Il a défendu la souveraineté européenne et plaidé pour une Europe forte et unie. Le chef de l'État qui a reçu le prestigieux prix Charlemagne, récompensant ceux qui œuvrent pour l'unification européenne. Ils veulent comprendre ce qui s'est passé. Les parents et la sœur de Naomi Musanga ont donné une conférence de presse cet après-midi pour réclamer la vérité. La jeune fille est décédée fin décembre, quelques heures après que son appel au SAMU a été ignoré et moqué par une opératrice. Sa famille a pris la parole cet après-midi lors d'une conférence de presse pour demander à ce que toute la lumière soit faite. Que justice soit faite. Voilà. C'est là notre première préoccupation, que la justice soit faite pour cet enfant qui était aimé de tous et qui avait de l'amour pour son environnement, comme vous l'avez constaté. Que justice soit faite. Et une marche blanche sera organisée mercredi prochain à Strasbourg. Tout de suite, vous retrouvez Nathalie Lévy pour la deuxième partie de News et compagnie.
Notre invitée ce soir, Madame l'ambassadeur d'Israël en France, Aliza Ben-Noun. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On revient bien entendu avec vous sur les événements de cette nuit. Des cibles iraniennes frappées en Syrie par l'armée israélienne de manière assez vigoureuse. Madame Ben-Noun, expliquez-nous pourquoi ces cibles-là et pourquoi cette envergure-là, cette nuit. Parce qu'il s'agit d'une situation qui déjà existe depuis quelques mois, si pas quelques années. Et Israël a déclaré en plusieurs reprises, Israël avait des échanges avec beaucoup de pays, Israël a diffusé des messages que le renforcement iranien en Syrie est une ligne rouge pour Israël. Et si ce renforcement continue, Israël préserve le droit de réagir. Et c'est exactement ce qu'Israël a fait, parce que les derniers mois, on peut voir un renforcement très significatif en ce qui concerne la présence iranienne et qui s'approche d'ailleurs à la frontière israélienne. Et ça, Israël ne peut pas tolérer. Et aussi, il faut ici ajouter que ça ne finit pas par un renforcement militaire, mais aussi il faut suivre les déclarations que les Iraniens font par rapport à l'existence d'Israël, par rapport à la destruction d'Israël, leur soutien de Hezbollah au Liban, leur soutien de Hamas dans la bande de Gaza. Tout ce tableau pour dire que c'est une situation qui n'est pas tolérable pour Israël. Alors, il y a deux choses justement typiquement ce soir. L'Iran ne veut pas de nouvelles tensions dans la région. Dixit, le président iranien Rouhani. Vous n'y croyez pas? Ce sont des déclarations pour troubler? Comment vous les traduisez? Nous croyons ce que nous voyons. Et ce qu'Israël a vu les derniers mois, c'était un renforcement iranien. Le fait maintenant qu'on a entendu cette déclaration ce soir, c'est des bonnes nouvelles, bien sûr, parce que je pense que, en tout cas, Israël ne veut pas une escalade. Israël ne veut pas faire la guerre. Et nous avons eu assez de guerres pendant notre histoire et nous savons exactement de quoi il s'agit et toute la souffrance. Mais de l'autre côté, il y a une situation auquel il faut faire face. Et ça, c'est la présence iranienne et les menaces iraniennes et par rapport à Israël. Donc ce soir, vous nous dites que la volonté d'Israël est plutôt de calmer le jeu, qu'elle ne veut pas d'escalade, mais si de nouveaux tirs il y a, Israël s'octroie le droit de réagir et de manière encore plus vigoureuse? Mais c'est pas seulement s'il y a des tirs, c'est aussi si les Iraniens vont continuer à renforcer dans la région, s'ils ont amené des missiles et dont ils ont parlé, s'ils vont amener des Iraniens en Syrie, ils ont parlé de 100 000 Iraniens qui sont en train d'arriver en Syrie. Et leur chef d'état-major a dit que dans 25 ans, Israël disparaîtra de la région. Tout ça pour dire que la politique iranienne, le comportement iranien, les aspirations iraniennes, qui sont très très dangereux, d'ailleurs pas seulement pour Israël, on pouvait voir aussi la réaction des pays de Golfe par rapport à l'Iran. On va y venir, mais je voudrais simplement faire référence au quotidien israélien Haaretz. Effectivement, sa ligne est plus à gauche. Pourtant, il indique, le quotidien Haaretz, qu'il y a déjà eu des attaques d'Israël contre l'Iran. 3 fois ce mois-ci en Syrie avec des victimes. On est entre 23 et 28 morts. On peut citer la date du 9 avril. Donc Haaretz ne parle pas de réplique. Haaretz parle d'attaque spontanée d'Israël. Israël est un pays démocratique et Haaretz et tous les journaux en Israël, ils peuvent s'exprimer comme ils veulent. Mais il faut voir ici les faits, il faut voir la réalité et la situation qui existe. Israël a frappé parfois a déclaré qu'elle a frappé et parfois c'est attribué aux sources internationaux. Mais le fait ici est la présence et le comportement et la politique iranienne dans la région qui menace toute la région et au-delà de la région aussi. Donc ça veut dire que y a la politique iranienne, il y a effectivement les attaques, y compris dans les mots de l'Iran. Ça veut dire que vous ne liez pas nécessairement ce regain de tension à la décision de Donald Trump sur le nucléaire iranien il y a 48 heures de cela? Je pense qu'il y a une similarité du point de vue que le président américain a décidé de se retirer de cet accord parce qu'il n'a pas voulu attendre jusqu'à ce que les Iraniens se renforcent. Et Israël, exactement, Israël ne veut pas attendre jusqu'à ce que les Iraniens se renforcent en Syrie et jusqu'à la menace est en train d'augmenter. Ça, c'est exactement... Et il y a ici une certaine similarité. Mais encore une fois, c'est très important de voir tout le tableau. Et on n'a pas parlé encore, je mentionnais aussi ce qui arrive dans la bande de Gaza par rapport au Hamas, qui sont un allié de l'Iran, malgré le fait qu'ils sont sunnis et les Iraniens sont chiites, et aussi le Hezbollah au Liban. Mais comment, je vais donner la main à Bruno Jeudi dans un petit instant, comment espérez-vous, Madame Ben-Noun, que le monde arabe soit moins hostile à Israël alors que Donald Trump s'est retiré de l'accord du nucléaire iranien il y a 48 heures de cela? Il va y avoir ce transfert de l'ambassade
l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem lundi. Ça donne un avantage majeur à Israël de la part de Donald Trump. Comment espérez-vous que le monde arabe soit moins hostile ? Parce qu'aujourd'hui, le Moyen-Orient a changé. Aujourd'hui, il y a une convergence des intérêts. Aujourd'hui, les relations entre Israël et les pays de Golfe ne sont pas les mêmes relations qui existaient il y a 10 ans. Pourquoi, encore une fois? Parce qu'il y a une menace commune auquel nous devons faire face. Et il faut voir aussi ce qu'étaient les réactions du part des pays arabes vis-à-vis d'Israël après cette frappe. Qu'est-ce que le ministre des Affaires étrangères de Bahreïn a dit? Qu'Israël a le droit de se défendre. Ce sont des déclarations qu'on ne pouvait pas entendre il y a quelques années. Alors il faut aussi prendre en compte les changements dans la région et les convergences des intérêts et aussi les relations et tout l'ensemble des intérêts. Bruno Jeudi. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu était aujourd'hui l'invité d'honneur des festivités à Moscou. Et de Vladimir Poutine. Qu'est-ce que vous attendez de Poutine dans ce dossier? Qu'est-ce que Benjamin Netanyahu est venu lui dire? Israël attend de la communauté internationale en général de freiner l'Iran. Et la Russie est présente en Iran. La Russie a des intérêts en Syrie. La Russie a des intérêts en Syrie. Et la Russie est une puissance très, très significative en Syrie. Maintenant, il y a des échanges entre Israël et la Russie pendant les dernières années. Il y a une certaine, des entretiens. Netanyahu était à Moscou les dernières années et en plusieurs reprises. Et on se parle. C'est exactement pour tout d'abord éloigner l'Iran de la frontière israélienne, pour éviter des livraisons des armes de la Russie à l'Iran et en Syrie. Il y a ici un ensemble des intérêts dont il faut parler. Et la réaction, encore une fois, de la Russie après cette frappe était aussi une réaction selon laquelle ils ont dit qu'il faut éviter une escalade. Mais c'était une réaction comme la réaction de certains pays européens. Mais pas de la France. C'est assez similaire. Pas de la France, Mme Minoun. La France aussi. La deuxième réaction était a appelé similaire. Effectivement à la désescalade, mais elle n'a pas condamné les tirs iraniens. Alors que du côté de Washington, du côté de Donald Trump, on est quand même beaucoup plus ferme. Comment comprenez-vous cette prudence française ou cette absence de condamnation de la part d'Emmanuel Macron? Est-ce que vous êtes déçu? Comment comprenez-vous cette... Tout d'abord, j'ai vu que la deuxième réaction ce soir était une réaction beaucoup plus forte que celle qui était diffusée ce matin, oui. Et je pense que le fait que le président français a souligné la sécurité d'Israël et il a aussi averti l'Iran de ne pas continuer son agression, il s'agit de messages très très importants. Bien sûr que nous attendons de tous nos alliés de s'engager et aussi de faire tout possible pour freiner l'Iran. Donc vous nous dites que vous attendez une réaction quand même plus catégorique d'Emmanuel Macron? Je pense que la position française par rapport à l'Iran en général est une position qui reflète tout à fait l'intérêt français par rapport à l'Iran, mais aussi il y a une certaine convergence des intérêts entre Israël et la France en ce qui concerne la stabilité du Moyen-Orient, et on comprend le danger que l'Iran pose par rapport à la région. Alors justement, encore deux questions, Madame Minoun. Il y a plusieurs choses. Aujourd'hui, on parle de la Russie, Bruno Jeudi l'a dit. Vous croyez plus dans la Russie pour œuvrer, pour, j'allais dire, arbitrer cette crise, ou vous croyez véritablement dans l'Europe aujourd'hui? Elle a une voix, un poids suffisant? C'est Vladimir Poutine qui... Oui, c'est Vladimir Poutine qui se trouve en Syrie. C'est les États-Unis qui sont très très significatifs aussi dans la région et dans le monde, mais aussi l'Union européenne, les grands pays européens qui aussi sont impliqués. On a vu la réaction française en Syrie il y a quelques semaines. Alors tous ces pays, ils ont un rôle à jouer pour équilibrer, pour stabiliser la région. Il y aura donc lundi le transfert de la capitale de l'ambassade américaine de Tel Aviv vers Jérusalem, voulu par Donald Trump dans ce contexte de nouvelles tensions. Quelle réaction vous préparez-vous à recevoir du monde arabe? Tout d'abord, nous sommes très heureux et très contents
que les États-Unis vont transférer l'ambassade à Jérusalem, qui est la seule capitale et la capitale d'Israël. Pas Tel Aviv, pas Haïfa, pas Beersheba, c'est Jérusalem. Et la réaction que nous attendons, on va voir la réaction. Il ne s'agit pas de quelque chose de nouveau. C'est une action qui était déclarée déjà depuis quelques semaines et on sait que ça donc là, c'est la mise en pratique. Maintenant, la question que vous posez, je pense, qu'est plus pertinente par rapport à la réaction palestinienne. C'est ce que j'allais vous... Oui. C'était la deuxième question, effectivement, parce qu'il y a plusieurs choses. Il y a aussi le Ramadan, le 18 mai, donc quelques jours après. Il y a les 70 ans de l'anniversaire de la création de l'État d'Israël, le contexte avec l'Iran et effectivement les Palestiniens, dont on sait que l'Iran a capitalisé sur la question des Palestiniens. Finalement, ils s'intéressent, eux, vraiment au sort des Palestiniens. Oui, mais encore une fois, il y a la situation de la bande de Gaza, où le régime, qui est un régime terroriste, connu aussi par la France et par l'Union européenne et comme un régime terroriste, qui incite la population dans la bande de Gaza d'arriver à la frontière et passer la barrière, ce qui est une décision très très mauvaise, comme on pouvait voir les dernières semaines à propos de ce qui s'est passé. Et nous espérons que ça ne sera pas le cas, parce que la réaction israélienne est très très claire. On a déjà réagi les dernières semaines par rapport à ces actions. Et aussi, il y a des autres pays dans la région, comme par exemple l'Égypte, et des autres pays dans le monde qui essayent de freiner, qui essayent et calmer la situation pour que ça ne se détériore pas. Mais vous savez ce que disent vos détracteurs, et pas seulement parce que ce sont des faits. Donald Trump a bafoué le droit international dans la résolution 242 après la Seconde Guerre mondiale, qui faisait qu'on ne peut pas acquérir par la force les territoires de la région. Donc on vous reproche là à vous et à Donald Trump ce transfert de l'ambassade américaine vers Jérusalem. On parle aussi de diversion pour Benyamin Netanyahou parce qu'il y a les affaires intérieures. Vous n'imaginez pas que ça fasse monter un peu là encore la température? Tout d'abord, pas du tout. Moi je ne suis pas tout à fait d'accord par rapport à ce que vous venez de dire, qu'Israël a accueilli des territoires comme Jérusalem. Jérusalem était toujours la capitale d'Israël. C'est pas du tout ce que j'ai dit. C'est bafouer le droit international Donald Trump en délocalisant l'ambassade. Mais chaque pays a le droit de reconnaître la capitale d'autres pays. Et surtout quand l'autre pays, en ce cas Israël, et pour nous, c'est très clair que Jérusalem est la capitale. Alors, et d'ailleurs, Guatemala l'a fait aussi, et maintenant Paraguay a déclaré aussi qu'ils vont transférer leur ambassade à Jérusalem. Chaque pays a le droit de reconnaître la capitale d'un pays qui a déclaré que sa capitale est Jérusalem. Il n'y a pas ici quelque chose d'extraordinaire. Rien d'extraordinaire, c'est ce que vous c'est une chose, c'est un enjeu politique, oui, c'est vrai. Alors justement, diversion, pas diversion pour Benyamin Netanyahou, dont on sait aussi qu'il y a des affaires, il y a une crise à l'intérieur du pays. Il y a des affaires. Ces affaires ont lieu déjà depuis quelques années. Et je pense qu'il faut faire la séparation entre les affaires juridiques qui sont traitées par les autorités judiciaires en Israël et la situation politique et sécuritaire dans le domaine de la sécurité qui existe dans la région. Il ne faut pas mêler les deux parce qu'ils n'ont rien à voir. Une dernière chose, Madame Binoun. La majorité d'Israéliens saluent cette décision, saluent ce transfert de l'ambassade, voient ça comme un gage de stabilité ou pas? Tout à fait. L'opposition... Ou un obstacle sur la route de la paix? La coalition, le gouvernement, l'opposition, tout le monde en Israël est vraiment... Il y a un consensus par rapport au fait que Jérusalem est la capitale d'Israël et tout le monde est très très content et il apprécie énormément la décision du président américain de transférer l'ambassade à Jérusalem. Il ne voit aucunement un obstacle à la paix? Non, il n'y a pas un obstacle à la paix parce qu'il faut aussi prendre en compte que Jérusalem était toujours sur la table de négociation. Et la pensée ou l'idée qu'il faut reporter le sujet de Jérusalem jusqu'à la fin des négociations a échoué au cours des années. Il y avait quelques instances où il y avait des négociations entre nous les Palestiniens à Camp David, Annapolis et des autres, Oslo. Et on ne voulait pas traiter l'enjeu de Jérusalem qui est d'ailleurs un sujet très très pertinent par rapport aux ces négociations. Alors le fait que maintenant cette
cette action était faite et que les États-Unis ont reconnu Jérusalem, maintenant il faut s'asseoir autour de la table, ce que le Premier ministre israélien appelle depuis des années son homologue palestinien, et discuter et parler de tous les sujets qui sont pertinents par rapport à une solution. Malheureusement, nous n'avons pas de partenaire parce que Mahmoud Abbas, il accuse les Juifs par rapport à ce qui s'est passé pendant la Shoah. Merci. Ça, c'est la situation. Beaucoup, Madame Bin-Noun, d'être venue nous voir ce soir en direct. Merci d'être l'ambassadrice d'Israël en France. Merci, infiniment. On va rejoindre par téléphone Mariam Pirzadeh, correspondante France 24 à Téhéran, en Iran. Mariam, vous êtes en ligne avec nous. On a eu enfin une réaction du président Rouhani en toute fin de journée. Oui, vous l'avez dit, il a fallu attendre toute la journée pour avoir une réaction de l'exécutif iranien. Il n'y a eu qu'une seule prise de parole aujourd'hui, c'était le vice-commandant des gardiens de la révolution qui a indiqué qu'il n'y aura pas de désarmement dans la lutte contre les ennemis, donc pas d'allusion directe à cette escalade. Il y a un point qu'il faut absolument souligner. Il n'y a eu aucune confirmation de Téhéran que ces tirs de roquettes provenaient donc de militaires iraniens. Les médias iraniens en ont parlé très largement, beaucoup à la télévision notamment, et ils indiquent que c'était une riposte de la Syrie à une attaque d'Israël. Je me suis entretenue aussi avec un analyste iranien qui me disait que ce n'était pas vraiment le moment, ni dans l'intérêt des Iraniens de tirer ces roquettes en direction du Golan, mais que c'était plutôt une volonté d'Israël de fragiliser encore plus un accord sur le nucléaire, alors qu'une semaine cruciale l'attend. Mohammad Javad Zarif, le chef de la diplomatie iranienne, qui doit rencontrer ses homologues européens pour sauver cet accord qui est extrêmement menacé par Donald Trump. Mariam Pirzadeh en direct de Téhéran pour France 24 et pour BFM TV. Merci à vous. Bonsoir Mana Chirali. Bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes Merci. politologue, spécialiste de l'Iran. Merci beaucoup de nous avoir rejoints sur ce plateau. Vous avez entendu Mariam il y a une seconde. Moi, je voudrais savoir d'abord les installations qui ont été frappées cette nuit. Est-ce qu'elles représentent beaucoup pour l'Iran? Est-ce que c'est vraiment de très lourdes pertes? Il faut le demander aux Israéliens parce qu'ils sont mieux au courant, mais a priori, oui. A priori, oui. Il est évident que pour les Israéliens, la proximité de ces lignes, notamment au-dessus de la Syrie, est une menace. Voilà pourquoi ils ont frappé cette nuit. Trop, j'allais dire. On est dans une surenchère, selon vous? De toute façon, c'est le moment. Vous savez, parce que l'Iran est une position extrêmement faible. Depuis l'avènement de la République islamique, l'Iran, ce régime n'a jamais été aussi faible. Donc, c'est le moment de frapper. On comprend les Israéliens, quelque part. On comprend les Israéliens, on voit aussi la proximité. Enfin, il y a plusieurs choses. Il y a les États-Unis qui se sont retirés de l'accord du nucléaire iranien. Oui. On se dit que du coup les Israéliens se sentent confortés d'une certaine manière. Absolument. On voit le ton employé par Rouhani ce soir qui dit qu'il ne veut pas d'escalade. En fait, on se demande un peu comment ça peut évoluer. Et c'est très difficile de prévenir l'avenir. Évidemment, mais de toute façon, l'Iran avait besoin de faire un acte symbolique pour dire qu'il existe et qu'il est important encore et qu'il n'a pas peur de Donald Trump et sa sortie de l'accord. Donc, on attendait à une réaction épidermique de ce genre. Ça a été répondu, en fait, par contre-attaque des Israéliens d'une manière très forte. Mais ce qui attire mon attention dans les deux côtés, aussi bien du côté des Israéliens que des Iraniens, c'est que tous les deux sont en train de nous expliquer que finalement, on n'a pas l'intention d'entrer en guerre. Bon, tant mieux, restez-en là où vous êtes, c'est très bien. Donc, tous les deux côtés nous ont expliqué, ce sont des échanges de tirs, mais on n'a pas l'intention d'entrer en guerre. Donc on montre les muscles, on bombe le torse, mais point, voilà. Pour l'instant en tout cas. Oui, c'est vrai que c'était nettement plus fort que d'habitude. On peut reconnaître ça. C'est pas disproportionné justement par rapport à la puissance de la riposte israélienne? Oui, c'est vrai que cette fois-ci, c'est vraiment les dimensions sont nettement plus importantes. On peut le dire, mais on n'est pas encore en guerre, ce qui est évident des deux côtés. Du coup, les appels à la désescalade qu'on a entendus, l'Union européenne, Paris, Berlin, Moscou, le ton est différent du côté de Donald Trump, même de Bahreïn qui a soutenu Israël. Ils sont audibles de part et d'autre, que ce soit du côté iranien ou du côté israélien? En tout cas, ce que j'ai remarqué, c'est que du côté iranien, personne ne les a soutenus. Même la Russie, le grand allié, leur a dit « mais calmez-vous ». Et il a dit exactement la même chose aux Israéliens. Donc il n'a pas montré, en fait, les Russes n'ont pas montré un soutien particulier face aux Iraniens. Mais parce que c'est intéressant ce que vous dites là, parce que la Russie, sa position, elle est particulière, elle est ambiguë, on est dans le double jeu quasiment. Non, c'est que jusqu'à là, il a bien profité de l'Iran.
Vous voyez, donc il s'est montré derrière l'Iran, mais on sait depuis toute l'histoire de relations internationales entre la Russie et l'Iran, les Russes n'ont jamais été de bons alliés pour les Iraniens. Ils les ont abandonnés dès que la situation se présentait, dès que leur intérêt leur était favorable pour abandonner les Iraniens. Donc, ils ne sont pas de bons alliés pour les Iraniens. Voilà la preuve. Aujourd'hui, on voit qu'ils ne soutiennent pas les tirs iraniens, en tout cas. Et juste une dernière question. Personne, donc, si je vous écoute, n'a intérêt à une escalade des tensions entre l'Iran et Israël. Écoutez, par rapport aux cartes qui sont sur la table, on peut dire ça. Mais le fait est qu'en politique, il y a des cartes aussi sous la table. On ne sait pas ce qui se passe. Mais pour l'instant, je peux vous dire qu'on n'est pas en guerre, on n'est pas en état de guerre. Mais demain, ce qui va se passer, personne ne peut vous le dire. Bien entendu. Merci beaucoup, en tout cas, Mana Chirali, d'être venu nous voir ce soir en direct. Merci beaucoup. Nous, on se retrouve lundi, évidemment, même endroit, même heure. Grand Angle, c'est dans une petite seconde avec Ronald Guintrange. Bruno, jeudi. À lundi. Merci à tous.